Un milliardaire puissant risque tout pour une petite mendiante laide. Son choix détruit sa réputation en quelques jours. Tout le monde se moque de lui. Mais le rebondissement arrive dans un an. Ce qu'elle a fait a choqué le monde entier. L'éclair déchira le ciel de Paris comme une dague lumineuse, suivi du grondement du tonnerre qui fit trembler les vitres blindées de la Porsche. Antoine Dubois ajusta le nœud de sa cravate italienne, un geste automatique, après 20 ans, à la tête de Dubois Industries. Ses yeux bruns foncés, toujours alertes, parcoururent l'avenue des Champs-Élysées pratiquement déserte à cette heure de la nuit. La pluie fouettait la ville avec une fureur inhabituelle, comme si elle voulait laver toute l'arrogance du centre financier du pays. À 45 ans, Antoine avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Son empire corporatif s'étendait sur 3 continents, ses décisions faisaient bouger des milliards, et son nom était synonyme de succès absolu. Son perfectionnisme presque obsessionnel et son contrôle méticuleux sur chaque aspect de sa vie l'avaient conduit au sommet. Rien n'arrivait par hasard dans son monde soigneusement planifié. « Monsieur, le dîner avec mademoiselle Sophie est prévu pour 9 heures », lui rappela Jean, son chauffeur depuis plus de 10 ans, via l'interphone. Antoine vérifia sa Patek Philippe à son poignet, 20h45. Assez de temps pour arriver au jardin, où sa petite amie, la socialite Sophie Moreau, l'attendait pour un autre de leurs dîners méticuleusement orchestrés. Leur relation était comme tout dans sa vie, impeccablement gérée, sans place pour les imprévus ou les émotions incontrôlées. C'est alors que ses yeux captèrent un mouvement sur le trottoir. Une petite silhouette frêle se blottissait sous l'auvent d'un magasin fermé, tremblant violemment. Antoine ne se permettait normalement aucune distraction, mais quelque chose dans cette scène le troubla profondément. « Arrêtez la voiture, Jean !» ordonna-t-il, se surprenant lui-même. « Monsieur ?» hésita le chauffeur, visiblement confus par cette demande inhabituelle. Maintenant, la voix d'Antoine ne tolérait aucune question. En sortant du véhicule, la pluie glacée trempa son costume Armani en quelques secondes. Il s'approcha de la silhouette recroquevillée et découvrit que c'était une jeune fille qui ne devait pas avoir plus de 12 ans. Ses vêtements étaient en lambeaux et des cicatrices marquaient son visage délicat. Mais ce furent ses yeux qui le paralysèrent, grands, sombres et profonds comme des puits de douleur, mais avec une étincelle inextinguible d'espoir. « Ça va ?» demanda-t-il, se sentant immédiatement stupide par l'évidence de la question. La fille le fixa simplement, méfiante, serrant contre sa poitrine un petit objet usé qu'Antoine Dubois ne parvint pas à identifier. Ce regard le frappa comme un coup de poing dans l'estomac, exhumant des souvenirs qu'il avait passé des décennies à essayer d'ensevelir. Des souvenirs d'une époque où lui aussi avait connu la faim, le froid et le désespoir, avant de transformer sa vie grâce à une détermination implacable et un travail obsessionnel. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il à nouveau, se baissant pour être à sa hauteur, ignorant l'eau qui trempait ses chaussures italiennes. « Léa » répondit-elle dans un murmure presque inaudible. Sa voix rauque, comme si elle n'avait pas été utilisée depuis longtemps. À cet instant, quelque chose d'inexplicable se produisit en Antoine Dubois. Une écluse qu'il avait maintenue hermétiquement fermée pendant des années s'ouvrit, libérant un torrent d'émotions qu'il ne savait même plus posséder. Sans penser aux conséquences, sans calculer les risques, sans consulter son équipe juridique, pour la première fois depuis des décennies. Agissant purement par instinct, il tendit la main à Léa. « Tu veux sortir de cette pluie ?» Son hésitation était palpable. Des années d'expérience dans la rue lui avaient appris à se méfier des étrangers bien habillés avec des offres gentilles. Mais quelque chose dans le regard d'Antoine, une sincérité qu'il ignorait lui-même posséder, la fit hocher légèrement la tête. En l'aidant à monter dans la voiture, Antoine ne savait pas que ce moment changerait irrévocablement le cours de sa vie méticuleusement planifiée. Il ne soupçonnait pas que sa décision impulsive déclencherait une tempête bien plus grande que celle qui s'abattait sur Paris. Une tempête qui menacerait tout ce qu'il avait construit, mais qui pourrait aussi être sa seule chance de rédemption. Jean observait dans le rétroviseur stupéfait, tandis que son patron enlevait sa veste trempée et la posait sur les épaules tremblantes de la fillette. En 2 décennies de service, il n'avait jamais vu Antoine Dubois agir de manière aussi spontanée, aussi humaine. « Rentrons, Jean », ordonna Antoine, tapant déjà sur son téléphone pour annuler le dîner avec Sophie. Il savait que sa petite amie ne comprendrait pas, tout comme la plupart des gens de son cercle social ne comprendraient pas sa décision.
Mais pour la première fois depuis longtemps, Antoine Dubois ne se souciait plus des apparences ou des attentes des autres. Alors que la Porsche fendait la nuit pluvieuse, Léa s'endormit sur la banquette arrière, toujours agrippée à son mystérieux objet. Antoine l'observait, ressentant un étrange mélange de protection et de peur, non pas des conséquences de son acte impulsif, mais de ce que cet enfant avait réveillé en lui. Des sensations et des souvenirs longtemps enfouis sous des couches et des couches de succès et de pouvoir commençaient à émerger, comme des bulles remontant à la surface d'un lac profond. La demeure des Dubois, imposante par son architecture contemporaine à Montmartre, n'avait jamais semblé aussi silencieuse que cette nuit-là. Marie, la gouvernante qui gérait la maison depuis 15 ans, regardait stupéfaite, tandis qu'Antoine guidait la petite Léa à travers les couloirs de marbre italien. Les caméras de sécurité capturaient chaque mouvement, et Antoine savait qu'en quelques heures, sa décision impulsive serait le sujet d'interminables spéculations. « Marie, prépare la chambre d'amis de l'Est », ordonna-t-il, sa voix conservant la fermeté habituelle, même si son intérieur était en pleine tourmente. « Et procurez des vêtements propres, s'il vous plaît. » Mais monsieur, Marie hésita, ses yeux allant de son patron trempés à la jeune fille débraillée qui laissait de petites flaques d'eau sur le sol impeccable. « Vous avez cette visioconférence. Avec les investisseurs chinois dans 2 heures, annulez tout, » coupa Antoine, se surprenant lui-même par cette décision. En 20 ans, il n'avait jamais annulé une réunion avec des investisseurs. « Et appelez Dr Claire, je veux qu'elle examine Léa ce soir même. » Léa restait silencieuse, ses grands yeux parcourant chaque détail de l'environnement, comme un petit animal effrayé évaluant un territoire inconnu. L'objet mystérieux qu'elle portait, Antoine pouvait maintenant voir que c'était une ancienne boîte à musique, restait fermement serré entre ses doigts. Alors que Marie se dépêchait d'exécuter les ordres, Antoine conduisit Léa jusqu'à la cuisine. La jeune fille se recroquevilla en passant la porte en acier inoxydable, comme si elle s'attendait à être chassée à tout moment. « Tu dois avoir faim, » dit-il, essayant d'adoucir sa voix habituellement autoritaire. Il ouvrit le réfrigérateur, industriel, et réalisa, avec une pointe d'ironie, que son frigo de 50 000 € était rempli de mets gourmets qui ne plairaient probablement pas à une enfant. « Est-ce qu'il y a du pain ?» demanda Léa, sa voix toujours un murmure rauque. Quelque chose dans la simplicité de la demande fit avaler de travers à Antoine. Il se souvint de sa propre enfance, où un morceau de pain représentait un luxe rare. « Bien sûr, » répondit-il, fouillant dans le placard du personnel. « Tu veux que je te prépare un chocolat chaud aussi ?» Le premier sourire timide de Léa fut comme un rayon de soleil traversant des nuages lourds. Antoine sentit quelque chose bouger en lui, une émotion longtemps oubliée. Le moment fut interrompu par la sonnerie stridente de son téléphone. Sur l'écran, le nom de Sophie clignotait insistant. À côté de lui, Léa sursauta au bruit soudain faisant tomber la boîte à musique. L'objet s'ouvrit en heurtant le sol, révélant une ancienne photographie décolorée. Antoine s'accroupit pour l'aider à ramasser l'objet, mais Léa fut plus rapide, refermant la boîte avec une expression de panique. « Désolé, » murmura-t-elle, les larmes commençant à perler dans ses yeux. « Tout va bien, » l'assura-t-il, ignorant le téléphone qui continuait de sonner. « Personne ne te l'enlèvera. » Le son de la sonnette annonça l'arrivée du docteur Claire, son médecin personnel. Simultanément, son téléphone se remit à sonner, affichant cette fois le nom de Pierre Laurent, son principal rival sur le marché et membre du conseil d'administration de son entreprise. L'expression de Léa se referma à nouveau et elle se rapprocha instinctivement de la porte de la cuisine, comme si elle envisageait de fuir. Antoine reconnut la peur dans ses yeux. C'était la même qu'il avait ressentie tant de fois dans son enfance. « Personne ne te fera de mal ici », promit-il, surpris par la fermeté de sa propre voix. « Tu es en sécurité. » À cet instant, son téléphone vibra avec un message de son attaché de presse. « Les photos de toi avec la fille circulent déjà sur les réseaux sociaux. Nous avons besoin d'une stratégie urgente. » Antoine regarda Léa, qui mordait nerveusement un morceau de pain et prit une décision qu'il savait changerait sa vie à jamais. Il tapota une réponse courte. « Préparez une conférence de presse pour demain matin. » Marie revint avec des vêtements propres et des serviettes, et le docteur Claire attendait dans le salon. La tempête dehors s'était calmée, mais Antoine savait qu'une tempête bien plus grande ne faisait que commencer. Son empire corporatif, sa réputation soigneusement construite,
sa relation avec Sophie, tout était sur le point d'être mis à l'épreuve. Mais en voyant Léa se détendre lentement, tout en savourant son chocolat chaud, Antoine ressentit une certitude inexplicable. Pour la première fois depuis des décennies, il faisait quelque chose de véritablement significatif. L'homme qui avait bâti sa vie sur des piliers de contrôle et de calcul était sur le point de s'embarquer dans un voyage qui ne pouvait être planifié ou maîtrisé. Le son d'un nouveau message sur son téléphone le ramena à la réalité. C'était de Pierre Laurent. « Tu as enfin commis une erreur, Dubois, et cette fois, ça va te coûter cher. » La salle de réunion au dernier étage de Dubois Industries bouillonnait de tension le lendemain matin. Antoine, impeccable dans son costume bleu marine, observait à travers les panneaux de verre la foule de journalistes qui s'agglutinaient dans le hall de l'immeuble. Les principales chaînes de télévision avaient déjà installé leurs équipes et les réseaux sociaux explosaient de spéculations sur la mystérieuse fille que le milliardaire avait recueillie dans la rue. Les actions ont déjà chuté de 3% depuis l'ouverture du marché, informa François Martin, son directeur financier, faisant glisser une tablette sur la table en acajou. Les investisseurs sont nerveux, Antoine. Nous avons besoin d'une explication plausible pour cela. Plausible ? Antoine haussa un sourcil, sa voix empreinte d'une ironie qui fit bouger inconfortablement le directeur sur sa chaise. Et que serait plausible, François ? Que j'ignore un enfant seul sous la pluie pour maintenir notre valeur boursière stable ? Avant que François ne puisse répondre, Élodie Bernard, sa conseillère en communication, intervint. Antoine, nous devons penser stratégiquement. Nous pouvons transformer cela en une campagne de responsabilité sociale, montrer que Dubois Industries se soucie de... Non, l'interrompit Antoine, sa voix tranchante comme de l'acier. Nous ne ferons pas de Léa une stratégie marketing. Le silence qui suivit fut rompu par le bruit de talons hauts dans le couloir. Sophie Moreau, éblouissante dans sa robe Versace, fit irruption dans la pièce sans prévenir. Ses yeux verts étincelaient d'indignation. « Tu as complètement perdu. La tête, Antoine ?» lança-t-elle, jetant un magazine sur la table. En couverture, une photo de lui protégeant Léa avec sa veste. Le titre criait « Le milliardaire et la mendiante, acte de charité ou stratégie ?» Antoine resta impassible, bien que sa mâchoire crispée trahisse son irritation. « Pas maintenant, Sophie. »« Pas maintenant ?» rit-elle, un son dépourvu d'humour. « Alors quand ? Après que cette situation aura détruit tout, ce que tu as construit, que vont penser les gens ? Les gens pensent déjà à beaucoup de choses. » Une voix grave interrompit depuis la porte. Pierre Laurent, président du plus grand groupe rival, entra dans la pièce avec un sourire calculé. En tant que membre du conseil, il avait accès au bâtiment. Mais sa présence à ce moment précis n'était pas une coïncidence. « Pierre » Antoine se leva, son ton poli masquant sa méfiance. « À quoi devons-nous l'honneur ?»« Je suis venu offrir mon aide, bien sûr, » répondit Pierre, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Après tout, nous faisons tous partie de la même communauté d'affaires. Et j'avoue que je suis préoccupé par la tournure que prennent les événements. » À ce moment-là, le téléphone d'Antoine vibra. C'était un message de Marie. « Monsieur, la petite ne veut pas manger. Elle s'est enfermée dans sa chambre depuis qu'elle a vu votre photo aux infos ce matin. » Antoine ressentit une pointe de culpabilité. Alors que tout le monde ici se préoccupait d'action et d'apparence, une enfant effrayée souffrait, seule chez elle. « La conférence de presse commence dans 5 minutes. » rappela Élodie en consultant sa montre. « Parfait, » sourit Pierre plus largement. « J'ai hâte d'entendre comment vous allez expliquer cette philanthropie soudaine. » C'est alors qu'Antoine remarqua quelque chose dans le regard de son rival, une lueur de satisfaction anticipée qui lui fit comprendre qu'il y avait plus en jeu ici qu'une simple préoccupation corporative. Pierre semblait attendre quelque chose. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un message d'un numéro inconnu. « Renseignez-vous sur le passé de Léa. Vous n'êtes pas le premier à essayer de l'aider. » Antoine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il regarda Pierre, qui gardait ce sourire énigmatique, puis Sophie, qui le fixait avec un mélange de colère et de déception. « La conférence de presse est annulée, » annonça-t-il soudainement. « Quoi ?» s'exclama presque Élodie. « Antoine, tu ne peux pas. »« Je peux et je vais le faire, » coupa-t-il, se dirigeant déjà vers la porte. « François, prends-en. Charge la réunion avec les investisseurs. Élodie, envoie un communiqué officiel. Dubois Industries ne commentera pas ma vie personnelle. »
Tu es en train de tout gâcher, s'exclama Sophie, sa voix tremblante de frustration. Antoine s'arrêta à la porte et se retourna. Peut-être, répondit-il calmement. Ou peut-être que je suis en train de sauver quelque chose, de bien plus important que l'argent et la réputation. En quittant la pièce, il sentit le regard de Pierre Laurent brûler dans son dos. Son rival avait planifié quelque chose, et ce message mystérieux suggérait que le passé de Léa cachait des secrets qui pourraient tout changer. Mais à ce moment-là, sa seule préoccupation était une jeune fille effrayée qui avait besoin de savoir qu'elle n'était pas seule. L'empire qu'il avait construit pouvait attendre. Pour la première fois de sa vie, Antoine Dubois choisissait de suivre son cœur plutôt que sa raison. Et cette décision était sur le point de déclencher une série d'événements que personne ne pouvait prévoir. Le soleil de l'après-midi illuminait le jardin de la demeure, tandis qu'Antoine observait Léa à travers la fenêtre de son bureau. La jeune fille était assise seule sur la balançoire qu'il avait fait installer la veille, toujours serrant. Contre elle, sa mystérieuse boîte à musique. 3 jours s'étaient écoulés depuis la conférence de presse avortée, et bien que les journaux continuaient de spéculer, Antoine avait refusé de faire des déclarations. Elle a besoin de routine, avait conseillé le docteur Claire lors de sa dernière visite, de structure, de limites claires, mais surtout de patience. Les traumatismes ne disparaissent pas du jour au lendemain. Antoine soupira, passant la main dans ses tempes grisonnantes. La patience n'avait jamais été son point fort. Il avait bâti son empire grâce à des décisions rapides et des actions immédiates. Mais Léa était différente de tous les défis qu'il avait jamais rencontrés. Marie entra dans le bureau avec une liasse de documents. « Les papiers de la garde provisoire, monsieur », annonça-t-elle en les posant sur le bureau. « Et mademoiselle Léa n'a encore rien touché à son déjeuner. » Antoine hocha la tête, son regard toujours fixé sur la jeune fille dans le jardin. Ces derniers jours, il avait observé chaque petit détail la concernant. Comment elle se recroquevillait en entendant des voix élevées, comment ses yeux s'écarquillaient de fascination devant la bibliothèque du manoir, comment elle chuchotait à sa boîte à musique chaque soir avant de s'endormir. « Il y a autre chose. » Marie hésita. « J'ai trouvé ceci dans sa chambre ce matin. » Elle tendit un morceau de papier froissé. C'était un dessin au crayon. Une silhouette sombre et grande protégeait une petite forme de la pluie. Le trait était primitif, mais il y avait quelque chose d'extraordinairement expressif dans la façon dont les lignes se rencontraient. « Elle a dessiné ça ?» demanda Antoine, surpris. « Il y en avait d'autres sous le matelas, » confirma Marie. « Tous signés de la lettre. »« Quelle ?» À cet instant, un cri perçant traversa l'air. Antoine se précipita à la fenêtre juste à temps pour voir Léa tomber près de la balançoire, sa boîte à musique quelques mètres plus loin. Sans réfléchir, il se précipita dans le jardin. « Léa !» appela-t-il, s'approchant prudemment pour ne pas l'effrayer davantage. La jeune fille sanglotait, plus de peur que de douleur, ses mains égratignées par le gravier. Mais ses yeux étaient fixés sur la boîte à musique tombée. Antoine prit l'objet avec précaution. Elle était ouverte, et la photographie qu'il avait entrevue auparavant glissa hors de la boîte. Cette fois, il put voir l'image clairement. Une jeune femme souriait à l'objectif, tenant un bébé dans ses bras. Au verso, un seul mot était écrit en cursive, « Espoir ». « C'était ma mère », déclara soudain Léa, sa voix petite mais ferme. C'était la première fois qu'elle évoquait quelque chose de son passé. Antoine s'assit par terre à côté d'elle, ignorant son costume italien qui serait sûrement ruiné. Elle était très belle, commenta-t-il doucement, lui, rendant la boîte avec la photo. Elle aimait aussi dessiner, continua Léa, le surprenant par son soudain désir de parler. Elle m'a appris avant de partir. Le cœur d'Antoine se serra. « Tu dessines très bien, » dit-il, se rappelant l'esquisse que Marie lui avait montrée. « Tu aimerais avoir du matériel d'art ? Nous pourrions transformer une des pièces en atelier. » Les yeux de Léa s'illuminèrent un instant, mais s'éteignirent aussitôt. « Pourquoi tu fais tout ça ?» demanda-t-elle, sa voix chargée de méfiance. « Tout le monde dit que tu veux juste paraître dans les magazines. » La franchise. De la question le prit au dépourvu. Antoine aurait pu répondre par une platitude réconfortante, comme il le faisait lors de ses interviews professionnelles. Au lieu de cela, il opta pour une vérité qu'il n'avait même pas encore admise lui-même. Parce que quand je t'ai vue cette nuit-là, Léa, je n'ai pas vu juste une fille qui avait besoin d'aide. J'ai vu moi-même, il y a de nombreuses années, quand je n'avais rien d'autre que de l'espoir. Léa le regarda longuement,
comme si elle évaluait la sincérité de ses mots. Puis, lentement, elle lui tendit sa boîte à musique. « Tu veux entendre la mélodie ?» Maman disait qu'elle raconte des histoires de courage. Antoine sentit quelque chose de chaud et d'inconnu s'étendre dans sa poitrine. Avec précaution, il tourna la manivelle de la boîte. Une mélodie douce et mélancolique remplit l'air du jardin. De l'autre côté de la clôture de la demeure, un photographe enregistrait la scène en silence. Dans son bureau au centre-ville, Pierre Laurent recevait les images en temps réel sur son téléphone, son sourire s'élargissant en lisant le message qui venait d'arriver. « Nous avons découvert qui est la mère de la fille. Tu ne vas pas croire le lien. » Une semaine s'était écoulée depuis ce moment dans le jardin et la demeure des Dubois témoignait de changements. Subtil mais significatif, la chambre d'amis autrefois austère arborait maintenant des couleurs vives sur les murs. Des chevalets de peinture occupaient un coin ensoleillé et des dessins commençaient à donner vie aux espaces autrefois vides. Léa restait réservée, mais ses sourires devenaient plus fréquents, surtout lorsqu'elle était avec son matériel d'art. Antoine observait ces transformations avec un mélange de fascination et d'appréhension. Sa propre routine, autrefois rigoureusement contrôlée, s'adaptait pour inclure des moments inattendus. Une pause au travail pour regarder un nouveau dessin, un petit déjeuner partagé dans un silence confortable, une histoire avant de dormir. Ce matin-là, cependant, l'ambiance dans le manoir était tendue. Antoine avait reçu une enveloppe mystérieuse sur son bureau. À l'intérieur, un ancien article de journal attira immédiatement son attention. La jeune artiste Hélène Dubois reçoit une bourse pour étudier en Europe. La photo montrait une jeune femme, la même que celle sur la photographie dans la boîte à musique de Léa. « Impossible !» murmura Antoine, son visage pâlissant en reconnaissant le nom. Hélène Dubois, la même Hélène qu'il avait connue dans sa jeunesse, alors qu'il luttait encore pour construire sa première entreprise. La même Hélène qu'il avait encouragé à poursuivre ses rêves en Europe, lui promettant de l'attendre. La même Hélène qu'il avait délibérément laissée derrière lui lorsque le succès avait commencé à sourire à ses entreprises. Son téléphone vibra avec un message de Pierre Laurent. « As-tu déjà découvert la vérité sur notre petit artiste ? Certaines promesses brisées reviennent nous hanter, n'est-ce pas, Dubois ?» Antoine sentit son sang se glacer dans ses veines. Les coïncidences étaient impossibles à ignorer. Le talent artistique de Léa, la photographie, l'âge qui correspondait parfaitement à l'époque où Hélène était partie. Serait-il possible que Léa soit « Monsieur ?» Marie interrompit ses pensées. La professeure particulière est arrivée pour le premier cours avec la petite. Antoine acquiesça mécaniquement, rangeant la coupure de journal dans son tiroir. Par la fenêtre de son bureau, il pouvait voir Léa dans le jardin d'hiver, organisant ses fournitures de dessin. Elle avait préparé un espace spécial pour ses cours, démontrant une organisation surprenante pour quelqu'un de si jeune. « Ah, et monsieur… » Marie hésita. « Mademoiselle Sophie est en ligne. C'est la 5e fois qu'elle appelle aujourd'hui. »« Dites-lui que je rappellerai plus tard, » répondit-il automatiquement, bien qu'il sache qu'il ne le ferait pas. Sa relation avec Sophie était pratiquement terminée, même si aucun des deux ne l'avait officiellement admis. La mondaine ne parvenait pas à accepter les changements dans sa vie, et Antoine ne se reconnaissait plus dans l'homme qu'il était autrefois. Alors qu'il observait Léa accueillir sa nouvelle enseignante, Antoine réalisa qu'il devait prendre une décision. Si ses soupçons étaient fondés, si Léa était vraiment la fille d'Hélène, qu'est-ce que cela signifierait? Comment expliquerait-il ces années de silence? Et surtout, comment protégerait-il Léa lorsque la vérité éclaterait? Son ordinateur émit un bip signalant un email urgent du conseil d'administration. Les actions de l'entreprise avaient chuté de 7% supplémentaires après la fuite de photos de lui et Léa dans le jardin. Les investisseurs étaient en panique et des rumeurs d'une tentative de prise de contrôle hostile commençaient à circuler sur le marché. Le marché ne pardonne pas les sentimentalismes, Dubois. La voix de Pierre résonnait dans son esprit, depuis leur dernière réunion du conseil. Vous avez bâti votre empire en étant impitoyable. Quel genre de message envoyez-vous maintenant? Un cri de joie interrompit ses sombres pensées. Léa venait de montrer son premier dessin à l'enseignante, une esquisse du jardin de la demeure, avec une attention aux détails surprenante pour son âge. Le sourire sur son visage était radieux, libre, sans aucune trace de la petite fille, effrayée qu'il avait trouvée sous la pluie. Antoine reprit la coupure de journal, étudiant la photo d'Hélène, les mêmes yeux expressifs,
le même talent artistique. Comment n'avait-il pas remarqué cela auparavant? Et surtout, qu'est-ce qu'Hélène penserait de lui maintenant, après toutes ces années? Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un message d'un numéro inconnu. Toutes les histoires d'amour n'ont pas une fin heureuse, n'est-ce pas? Mais certaines méritent une seconde chance. H. Antoine sentit son cœur s'arrêter un instant. L'initiale, serait-ce possible? Avant qu'il ne puisse assimiler l'implication du message, Marie entra précipitamment dans son bureau. « Monsieur, il y a quelque chose que vous devez voir », dit-elle en allumant la télévision murale. Le journal télévisé montrait Pierre, pleurant lors d'une conférence de presse, son sourire calculé trop familier. « C'est avec une grande inquiétude que j'annonce une enquête sur les récentes décisions de monsieur Antoine Dubois », déclarait Pierre aux caméras. « Nous avons des raisons de croire qu'il y a des conflits d'intérêts non déclarés dans ses actions. Que récentes. Le Conseil exige une transparence totale sur sa relation avec la mineure sous sa garde. » Antoine éteignit la télévision, son esprit travaillant rapidement. Pierre était sur le point de révéler le lien avec Hélène, transformant une histoire de rédemption personnelle en un scandale corporatif. Mais il y avait quelque chose que son rival ignorait, quelque chose qu'Antoine lui-même n'avait pas compris jusqu'à ce moment. Saisissant son manteau, il prit une décision. Il était temps d'affronter les fantômes du passé, non seulement pour sa propre rédemption, mais aussi pour offrir à Léa ce dont elle avait le plus besoin, la vérité sur son histoire. La galerie d'art au cœur de Paris conservait toujours le même aspect chaleureux qu'Antoine se rappelait d'il y a 20 ans. L'odeur de peinture et de bois, les hauts murs couverts de tableaux, la lumière naturelle filtrant à travers les vitraux, tout était resté identique. C'était ici qu'il avait rencontré Hélène pour la première fois, lorsqu'elle n'était qu'une artiste débutante et lui un jeune entrepreneur commençant à bâtir son empire. Antoine Dubois, une voix douce et familière, le surprit. Après tant d'années, il se retourna pour trouver Isabelle Dupont, l'ancienne propriétaire de la galerie et mentor d'Hélène. Les années avaient teint ses cheveux de blanc, mais ses yeux gardaient le même éclat perspicace. « Isabelle », salua Antoine, ressentant le poids de 2 décennies d'absence. « Nous devons parler. » À propos de Léa, compléta Isabelle, ce n'était pas une question. Elle le conduisit à son bureau à l'arrière de la galerie, un espace chaleureux rempli de livres d'art et de vieilles photographies. Sur l'une d'elles, Antoine reconnut Hélène, souriante aux côtés de ses premières œuvres. « Vous saviez, t'as depuis le début », constata Antoine, tandis qu'Isabelle servait 2 tasses de café. « Bien sûr que je savais », répondit-elle calmement. Hélène a confié Léa à mes soins avant de partir pour son dernier voyage. Mais ensuite, sa voix faiblit légèrement. « Que lui est-il arrivé, Isabelle ?» demanda Antoine, le cœur serré. « Hélène a toujours été une âme libre, » commença Isabelle en sortant une enveloppe d'un tiroir. « Après que tu as suivi ton propre chemin, elle s'est entièrement consacrée à l'art. Elle voyageait dans des endroits reculés, peignant des communautés traditionnelles, documentant des cultures. Léa l'accompagnait dans toutes ses aventures. » Isabelle tendit l'enveloppe à Antoine. À l'intérieur, il y avait des photos d'Hélène et de Léa dans différents lieux, déserts, forêts, villages lointains. Sur chaque image, le même sourire radieux, la même connexion profonde entre une mère et sa fille. « Il y a 3 ans, Hélène est partie en expédition en Amazonie, » poursuivit Isabelle. Elle voulait représenter des communautés riveraines. « Léa est restée avec moi, ce n'était censé durer que quelques semaines. » Sa voix trembla. Le bateau dans lequel Hélène se trouvait a eu un accident. Elle n'est jamais revenue. Antoine ferma les yeux, ressentant le poids de cette révélation. Et Léa, elle a attendu. Tous les jours, elle s'asseyait sur ce banc. Isabelle désigna un siège près de la vitrine, en dessinant sa mère, en jouant cette boîte à musique. Mais un jour, elle a simplement disparu. J'ai cherché partout, j'ai alerté les autorités, mais... « Pourquoi ne m'as-tu pas contacté ?» demanda Antoine, une note d'accusation dans sa voix. Isabelle le regarda avec un mélange de tristesse et de reproche. « Et pourquoi l'aurais-je fait? Tu as clairement montré il y a 20 ans que ton ambition était plus importante que tout le reste. Hélène n'a jamais parlé de toi à Léa, nous savons bien pourquoi. » À ce moment-là, le téléphone d'Antoine vibra. C'était un message de Marie, urgent. Léa a trouvé l'article sur Hélène sur son bureau. Elle est très bouleversée. Antoine se leva brusquement. « Je dois y aller. »
Antoine, l'appela Isabelle, alors qu'il était déjà à la porte. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Dans la dernière lettre qu'Hélène m'a envoyée, elle a mentionné avoir découvert quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait changer beaucoup de vies. Elle a dit que tout était documenté dans son journal. Et où est ce journal? Léa le porte toujours avec elle, répondit Isabelle avec un sourire triste, dans cette boîte à musique. Le trajet de retour vers la maison sembla interminable. L'esprit d'Antoine bouillonnait face à ces révélations. Hélène n'avait jamais parlé de lui à Léa. Que contenait encore ce journal? Et comment allait-il tout expliquer à une jeune fille qui avait déjà tant perdu? En arrivant chez lui, il trouva Marie en panique. Elle s'est enfermée dans sa chambre, monsieur. Elle ne veut parler à personne. Antoine monta les escaliers en courant, son cœur battant la chamade. À travers la porte fermée, il pouvait entendre la mélodie de la boîte à musique, entrecoupée de sanglots. « Léa » appela-t-il doucement. « On peut parler ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis la musique s'arrêta. « Tu connaissais ma mère ?» La voix de Léa était basse mais claire. Ce n'était pas une question. « Oui », répondit Antoine, appuyant son front contre la porte. « Et il y a beaucoup de choses que je dois te raconter. » La porte s'ouvrit, lentement. Léa était assise par terre, la boîte à musique ouverte sur ses genoux. À côté d'elle, un dessin récent montrait 3 personnages se tenant la main. Une femme, un homme et une petite fille. Le cœur d'Antoine se serra en reconnaissant la signification de cette image. « Pourquoi ?» demanda Léa, ses yeux embués fixés sur lui. « Pourquoi tu n'as jamais… » Avant qu'Antoine ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était Pierre Laurent à nouveau. « Conférence de presse dans 1 heure. La vérité sur Hélène Dubois va éclater, Dubois. Tu as jusqu'à là pour démissionner volontairement de la présidence. » Antoine regardait Léa, assise par terre dans sa chambre, le journal d'Hélène maintenant ouvert entre ses petites mains. Les minutes semblaient s'étirer comme des heures, tandis que son esprit travaillait frénétiquement, cherchant les bons mots. « Ta mère, » commença-t-il, s'asseyant à côté d'elle, « était la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais connue. Elle voyait de la beauté là où personne d'autre ne pouvait en voir. » Léa feuilletait lentement le journal, ses doigts suivant la délicate écriture d'Hélène. « Elle a écrit sur toi ici, » murmura-t-elle. « Elle a dit que tu avais des rêves trop grands pour tenir sur une toile. » Antoine sentit son cœur se serrer. « J'étais jeune et stupide, Léa. Je pensais que le succès et l'argent étaient les seules choses qui comptaient. Quand ta mère a reçu la bourse pour étudier en Europe, tu l'as laissée partir, » compléta Léa, ses yeux fixés sur une page spécifique du journal. « Maman a écrit que c'était le choix le plus difficile qu'elle ait jamais fait. Partir en sachant qu'elle était… » Le son strident du téléphone interrompit le moment. Antoine l'éteignit rapidement, mais pas avant de voir un nouveau message menaçant de Pierre. « 45 minutes, Dubois. Le temps presse. »« Léa » Antoine respira profondément. « Y a-t-il autre chose dans le journal? Quelque chose sur le dernier voyage de ta mère ?» La jeune fille hocha la tête, tournant quelques pages. Elle a trouvé quelque chose en Amazonie, quelque chose qui l'a beaucoup inquiétée. Léa s'arrêta sur une page où plusieurs dessins se mêlaient à des notes hâtives. Elle a dessiné ça avant de partir. Antoine examina les croquis avec attention. C'étaient des cartes, des coordonnées, et ce qui ressemblait à des installations industrielles au bord d'une rivière. Son sang se glaça en reconnaissant le logo discret dans un coin. Laurent Corporation. « Impossible !» murmura-t-il, les pièces du puzzle commençant à s'assembler. Hélène avait découvert quelque chose sur les opérations de Pierre en Amazonie. Quelque chose d'assez important pour… « Monsieur !» Marie frappa à la porte, sa voix pressante. « La docteure Camille Bernard est là. Elle dit que c'est à propos de Madame Hélène. » Antoine et Léa échangèrent un regard surpris. Camille Bernard était l'une des plus grandes spécialistes en droit environnemental du pays. « Faites, entrez !» répondit Antoine, remarquant comment Léa s'était instinctivement rapprochée de lui. Camille entra dans la pièce, ses yeux évaluant rapidement la scène. « Désolé de débarquer ainsi, mais quand j'ai vu les nouvelles concernant Léa, j'ai su que je devais venir. Hélène était mon amie et ma cliente. Elle est venue me voir 3 semaines avant son dernier voyage. » Léa serra le journal contre sa poitrine. « Madame sait-elle ce qu'elle a trouvé ?» Camille acquiesça gravement. Des preuves de graves irrégularités environnementales. Claire a tout documenté. Photos, témoignages, analyses d'eau. Elle prévoyait de dénoncer Pierre Laurent,
compléta Antoine, sa voix chargée d'une soudaine compréhension. C'est pour ça qu'il est si déterminé à me déstabiliser maintenant. Ce n'est pas à propos de moi ou de l'entreprise. C'est pour faire taire la vérité que Claire a découverte. Exactement, confirma Camille. Et maintenant, il compte utiliser son passé avec Claire pour détourner l'attention de la véritable histoire. Léa se leva brusquement, ses yeux brillants d'une détermination qui rappelait tant Claire que cela en était douloureux. Maman disait toujours que l'art a le pouvoir de révéler la vérité, dit-elle en courant vers son bureau à dessin. Regardez ça. Elle montra une série de dessins qu'elle avait réalisés ces derniers jours, des scènes de vie dans les rues, des visages de personnes ignorées par la société et un portrait particulièrement émouvant d'Antoine, la protégeant de la pluie cette première nuit. « Ils sont extraordinaires », murmura Camille en examinant les dessins. « Il y a plus », continua Léa, sa voix prenant de l'assurance. « J'ai copié certains des dessins de maman dans son journal. Les lieux qu'elle a visités, les gens qu'elle a rencontrés, et ça. » Elle tendit un dessin qui fit manquer de souffle à Antoine. C'était une reproduction parfaite des croquis de Claire sur les installations de Pierre, mais avec un détail supplémentaire que seuls les yeux d'un enfant pouvaient capturer, de petits détails qui reliaient toutes les preuves. Le téléphone d'Antoine vibra à nouveau. 30 minutes, Dubois. Votre réputation ou votre entreprise. Choisissez sagement. Il regarda Léa, ses dessins, le journal de Claire, puis Camille. Une idée commença à se former dans son esprit. « Léa, dit-il doucement, ta mère utilisait l'art pour raconter des vérités importantes. Veux-tu aider à raconter son histoire ?» Les yeux de la petite fille s'illuminèrent de compréhension. Pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, Antoine vit en elle non seulement la fille d'Hélène, ou une enfant ayant besoin de protection, mais une artiste avec sa propre voix et une histoire à raconter. Pierre veut faire un spectacle. Antoine sourit, prenant son téléphone. Alors donnons-lui un spectacle qu'il n'oubliera jamais. Le salon noble du Musée d'Art de Paris grouillait de la présence de la presse et de l'élite entrepreneuriale. Pierre Laurent, impeccable dans son costume italien, souriait aux caméras tandis que ses assistants distribuaient des dossiers aux journalistes présents. Dans 20 minutes, il prévoyait de détruire la réputation d'Antoine Dubois. Ce que Pierre ne s'attendait pas à trouver en entrant dans le salon principal, c'était une exposition improvisée d'art. Des dizaines de dessins couvraient les murs, formant une narration visuelle impressionnante. Certains étaient clairement tirés du journal d'Hélène, d'autres étaient des œuvres récentes de Léa, tous racontant une histoire qu'il n'avait jamais voulu voir éclater au grand jour. Impressionnant, n'est-ce pas? La voix d'Antoine résonna derrière lui. Léa a le même don que sa mère pour capturer l'essence de la vérité. Pierre se retourna, son sourire vacillant légèrement. Quel petit théâtre est cela, Dubois? Tu crois que quelques dessins d'enfants vont changer quelque chose? Ce ne sont pas seulement des dessins, Camille Bernard s'approcha, accompagné de plusieurs journalistes. Ce sont des preuves. Chaque image raconte une partie de l'histoire. Qu'Hélène a découverte. Léa a simplement aidé à compléter le puzzle. Les yeux de Pierre parcoururent à la salle, remarquant maintenant les détails des dessins, des cartes précises, des dates, des localisations, tous documentant systématiquement les irrégularités environnementales qu'il avait tant cherché à cacher. C'est ridicule. Il essaya de garder son calme. Ce sont des gribouillis d'enfants et des délires d'une artiste qui a donné sa vie pour la vérité. Léa l'interrompit, sa petite voix mais ferme résonnant dans le salon. Elle se tenait debout près du dessin central de l'exposition, un triptyque impressionnant montrant l'avant et l'après des zones affectées par les projets de Pierre, avec le panneau central révélant le lien entre toutes les preuves. « Maman m'a appris que l'art ne se résume pas à la beauté », Léa continua, sa voix prenant de l'assurance. « Il s'agit de révéler ce qui est caché, de donner une voix à ceux qui n'en ont pas. » Les photographes déclenchèrent leur flash frénétiquement, capturant la scène inhabituelle. La jeune artiste faisant face au puissant homme d'affaires, ses dessins racontant une histoire que les mots ne pouvaient dissimuler. « Monsieur !» Laurent, un journaliste s'avança. « Est-il vrai que votre entreprise était au courant des dommages environnementaux, documentés par Madame Hélène Dubois? » « C'est absurde. » Pierre commença à transpirer. « Vous ne pouvez pas baser des accusations sur des dessins d'enfants. Les dessins ne sont que la partie émergée de l'iceberg. » Camille sourit, sortant un dossier. «
Hélène a laissé un dossier complet avec l'ONG pour laquelle elle travaillait. Rapport technique, analyse d'eau, témoignages. Tout confirme ce que Léa et sa mère ont dépeint à travers l'art. Pierre lança un regard furieux à Antoine. « Tu ne comprends pas ce qui est en jeu ici, Dubois. Tu crois que tu peux jouer les héros? Je peux encore te détruire. » « Non, Pierre, » Antoine répondit calmement, posant sa main sur l'épaule de Léa. « Tu ne détruirais que l'homme que j'étais avant. Celui qui, comme toi, pensait que le pouvoir et l'argent étaient plus importants que les gens. Mais cette personne n'existe plus. » Léa prit sa boîte à musique et l'ouvrit, laissant sa mélodie douce remplir la salle. « Maman disait que cette musique raconte des histoires de courage, » dit-elle, regardant Antoine avec un sourire. « Je crois que je comprends maintenant ce qu'elle voulait dire. » Les journalistes se pressaient, absorbant chaque détail de l'exposition. Les réseaux sociaux explosaient avec les images des dessins de Léa, partagés par des influenceurs et des militants écologistes. L'histoire qu'Hélène avait tenté de raconter émergeait enfin, grâce aux mains talentueuses de sa fille. Pierre regardait son empire s'effondrer en temps réel, tandis que les reporters lançaient des questions sur les preuves présentées. Son téléphone ne cessait de sonner, investisseurs, conseillers, tous exigeant des explications. « Ce n'est pas fini », grogna-t-il à Antoine avant d'être englouti par une foule de journalistes. Antoine serra Léa dans ses bras, ressentant une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. « Non, ce n'est pas fini », murmura-t-il. « En fait, ça ne fait que commencer. » De l'autre côté de la salle, Isabelle Dupont observait la scène avec des larmes aux yeux, tenant une dernière lettre d'Hélène qu'elle avait gardée toutes ces années. « Tu avais raison, mon ami, » murmura-t-elle. « L'art a vraiment le pouvoir de changer le monde. » Et tandis que la mélodie de la boîte à musique continuait de jouer, les dessins sur les murs semblaient prendre vie, racontant non seulement une histoire de dénonciation, mais aussi de rédemption, d'amour et du courage d'une petite artiste qui, comme sa mère, avait osé utiliser son don pour révéler la vérité. Le lendemain matin de l'exposition, les journaux affichaient des titres explosifs sur le scandale environnemental de la Laurent Corporation. Le nom de Pierre Laurent, autrefois synonyme de pouvoir entrepreneurial, était désormais associé à l'une des plus grandes controverses environnementales du pays. Mais dans la demeure des Dubois, l'attention était ailleurs. Antoine trouva Léa dans l'atelier improvisé, en train de travailler sur un nouveau dessin. Pour la première fois depuis qu'il la connaissait, elle semblait vraiment détendue, comme si un énorme poids avait été enlevé de ses épaules. « Je peux voir ?» demanda-t-il doucement en s'approchant. Léa acquiesça, révélant un portrait en cours. C'était Hélène, souriante exactement comme sur la photo de la boîte à musique. Mais il y avait quelque chose de différent. En arrière-plan, une figure masculine tenait un parapluie au-dessus d'elles deux. « J'ai pensé que ça pourrait être comme ça, » expliqua-t-elle timidement. « Si tu avais été là depuis le début. » Antoine sentit sa gorge se serrer d'émotion. « Tu sais, ta mère avait un don spécial, » dit-il en s'asseyant à côté d'elle. Elle ne voyait pas seulement la beauté dans les choses, mais aussi le potentiel de changement chez les gens. « Comme elle l'a vu en toi ?» demanda Léa, ses yeux curieux fixés sur lui. « Exactement, » répondit Antoine avec un sourire triste. « Mais à l'époque, j'étais trop aveuglé par l'ambition pour m'en rendre compte. Quand elle est partie pour l'Europe, » il hésita, choisissant soigneusement ses mots. « J'ai fait le mauvais choix, Léa. J'ai choisi la voie la plus facile, me cachant derrière le succès et l'argent. » Léa posa son crayon et prit la boîte à musique. « Maman en a parlé dans son journal, » dit-elle en ouvrant la boîte. « Elle a dit que certaines personnes ont besoin de se perdre avant de se retrouver. » La mélodie douce remplissait l'atmosphère, tandis que Léa sortait un papier plié du fond de la boîte. Une lettre qu'Antoine n'avait jamais vue auparavant. « Sophie me l'a donnée hier, » expliqua-t-elle. « C'était de maman, écrite avant ce dernier voyage. » Avec des mains tremblantes, Antoine commença à lire « Ma chère Léa, si tu lis ceci, cela signifie que tu as retrouvé ton chemin vers l'endroit où tu aurais toujours dû être. Antoine a peut-être commis des erreurs dans le passé, mais son cœur a toujours été plus grand que son ambition. Il avait juste besoin de temps pour s'en rendre compte. Il y a tant de choses que j'aurais aimé te dire sur lui, sur nous, sur les rêves que nous partagions. Mais peut-être est-ce mieux ainsi. Vous pouvez écrire votre propre histoire, créer vos propres souvenirs. Ce que j'ai découvert ici en Amazonie est trop important pour être ignoré. Si quelque chose m'arrive, je sais que tu auras le courage de continuer ce combat.
L'art n'est pas seulement notre moyen d'expression, ma fille, c'est notre outil de changement. Et Antoine, si tu lis ceci aussi, sache qu'il n'y a jamais eu de rancune. Parfois, nous avons besoin de nous perdre pour trouver notre véritable chemin. Prends soin de notre petite artiste. Elle a non seulement mon talent, mais aussi ta force. Avec un amour éternel, Hélène. Antoine ne réalisa qu'il pleurait qu'en voyant une larme tacher le papier. Léa prit doucement la lettre de ses mains et la rangea dans la boîte à musique. « Je pense que maman savait, » dit-elle doucement. Elle savait qu'un jour nous nous retrouverions. À ce moment, Marie entra précipitamment dans l'atelier. « Monsieur, vous devez voir ça. Le musée d'Orsay appelle. Ils ont vu l'exposition d'hier et veulent faire quelque chose de plus grand. Une rétrospective complète du travail d'Hélène, ainsi que des œuvres de Léa. » Antoine regarda Léa, voyant en elle non seulement la fille qu'il venait de retrouver, mais aussi l'héritage vivant d'Hélène. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il. « Es-tu prête à montrer ton art au monde ?» Léa prit son dessin inachevé, l'observant pensivement. « Seulement si tu es à mes côtés, » répondit-elle, comme cela aurait dû être depuis le début. « Toujours, » promit Antoine, et pour la première fois de sa vie, c'était une promesse qu'il savait ne jamais briser. Dans le bureau abandonné de la Laurent Corporation, Pierre regardait par la fenêtre tandis que la presse s'agglutinait à l'entrée du bâtiment. Son empire s'effondrait, mais quelque chose dans son regard suggérait que l'histoire n'était pas encore terminée. Sur son bureau, un vieux dossier contenait plus de secrets sur le passé de Hélène, des secrets qu'il n'avait pas encore révélés. Le musée d'Orsay était en effervescence, à une semaine seulement de la grande exposition. Hélène et Léa, 2 générations, une voix, serait l'événement artistique de l'année, réunissant les œuvres préservées d'Hélène avec les nouvelles créations de Léa. Antoine observait sa fille guider l'équipe sur la disposition des œuvres, émerveillé par sa transformation ces dernières semaines. « Le portrait de maman doit être ici », expliquait Léa à l'un des conservateurs, pointant un mur spécifique. La lumière naturelle de la verrière crée exactement l'effet qu'elle recherchait toujours dans ses œuvres. Isabelle, devenue une présence constante dans la préparation de l'exposition, sourit avec fierté. Elle a le même regard qu'Hélène, pour les détails, commenta-t-elle avec Antoine, et la même détermination. Antoine hocha la tête, se rappelant comment Hélène passait des heures à ajuster l'éclairage de ses expositions. C'était surréaliste de voir ces petits gestes d'elle se refléter en Léa, comme des échos d'un passé qui prenait maintenant un nouveau sens. « Monsieur Dubois ?» L'un des assistants du musée l'appela discrètement. « Il y a une personne qui souhaite vous parler. Elle dit que c'est à propos de Madame Hélène. » Dans le bureau privé du musée, Antoine trouva une femme d'âge moyen qui se présenta comme Céline Morel, ancienne employée de l'ONG où Hélène travaillait en Amazonie. « Je suis venue dès que j'ai appris l'exposition, » expliqua-t-elle, nerveuse. « Il y a quelque chose que vous devez savoir. La dernière nuit avant de partir, Hélène m'a remis une clé USB. Elle a dit que c'était une sauvegarde de toutes ses découvertes. » Antoine sentit son cœur s'accélérer. « Et où est cette clé USB maintenant ?»« Pierre Laurent, » répondit Céline, sa voix tremblante. « Il est apparu à l'ONG quelques jours plus tard, exigeant tout le matériel d'Hélène. Je n'avais pas le choix. » Avant qu'Antoine ne puisse répondre, il entendit la voix de Léa venant de l'extérieur. « Papa, il faut que je te montre quelque chose. » C'était la première fois qu'elle l'appelait papa. « J'arrive, ma chérie, » répondit-il, ressentant une émotion profonde à ce simple mot. Il se tourna vers Céline. « Pourquoi tu me dis ça maintenant ?»« Parce qu'Hélène mérite que toute la vérité éclate, » répondit-elle, « et parce que Pierre Laurent prévoit d'utiliser ces informations pour déformer l'histoire pendant l'exposition. » Dans le salon principal, Léa attendait impatiemment à côté de sa nouvelle œuvre, un immense panneau montrant une frise chronologique visuelle qui reliait son histoire à celle d'Hélène. Chaque image racontait un morceau de leur parcours, depuis les premiers dessins de sa mère, jusqu'au moment où Antoine l'avait trouvée sous la pluie. « C'est censé être la pièce maîtresse de l'exposition, » expliqua-t-elle, les yeux brillants. « Tu vois comment les couleurs sombres s'éclaircissent? C'est comme notre histoire. Elle a commencé dans la tristesse, mais elle se transforme en quelque chose de lumineux. » Antoine serra sa fille dans ses bras, émerveillé par sa sensibilité artistique. Pourtant, son esprit digérait encore la révélation de Céline. Qu'y avait-il d'autre sur cette clé USB?
Quelles autres vérités Hélène avait-elle découvertes? Léa, dit-il doucement, ta mère a laissé d'autres indices sur son travail en Amazonie. Tu penses que tu es prête pour une nouvelle aventure d'enquête? Ses yeux s'illuminèrent, de détermination. Comme la fois où maman m'a appris à chercher des histoires cachées dans les vieilles peintures. Exactement, sourit Antoine. Mais cette fois, nous allons le faire ensemble. Isabelle s'approcha d'eux portant une vieille chemise. J'ai trouvé ça dans les archives de la galerie, dit-elle. Ce sont les croquis originaux de Claire pour sa dernière série d'œuvres, y compris certaines cartes qu'elle n'a jamais utilisées. Léa prit les croquis avec révérence, ses yeux d'artiste commençant déjà à détecter des motifs et des connexions que d'autres pourraient en manquer. « Regarde, papa !» Elle pointa des marques apparemment aléatoires dans les marges des dessins. Maman utilisait toujours ce genre de code quand elle voulait cacher quelque chose d'important dans ses œuvres. Antoine sentit un frisson d'anticipation. Claire n'avait pas seulement documenté des irrégularités environnementales. Elle avait transformé son art en une carte au trésor élaboré, préservant ses découvertes d'une manière que seule sa fille pouvait vraiment comprendre. Dehors, une voiture sombre se gara discrètement. Pierre-Laurent observait les mouvements à travers les vitres teintées, la clé USB de Claire tournant entre ses doigts. « Profitez des préparatifs de l'exposition », murmura-t-il. « Le vrai spectacle est encore à venir. » Il ne restait plus que 2 jours avant l'ouverture de l'exposition et le musée d'Orsay s'était transformé en un labyrinthe d'œuvres d'art soigneusement disposées. Léa et Antoine avaient passé toute la nuit à déchiffrer les codes dans les croquis de Claire, transformant la salle privée du musée en un quartier général improvisé d'enquête. « Regarde ça, papa !» Léa pointa une séquence de petits symboles presque imperceptibles sur les bords de l'une des cartes de Claire. Maman utilisait toujours des papillons comme symbole de transformation dans ses œuvres. Mais ici, elle a dessiné des fourmis. Elle ne faisait ça que pour marquer des endroits qui devaient être investigués. Antoine se pencha sur le dessin admirant la perspicacité de sa fille. « Et où ces fourmis nous mènent-elles » Léa superposa la carte à d'autres croquis, révélant un motif. « Elles pointent de toutes vers cette région, expliqua-t-elle, ses doigts traçant une zone spécifique. Et regarde la date de ce croquis, il a été fait 3 jours avant son dernier voyage. » Isabelle, qui avait insisté pour les accompagner, dans cette enquête nocturne, laissa échapper une exclamation surprise. « Je connais cet endroit. » Claire en a parlé dans sa dernière lettre, disant qu'elle avait trouvé quelque chose d'extraordinaire près d'un ancien village riverain. Elle disait que c'était la preuve définitive dont elle avait besoin. Le téléphone d'Antoine Dubois vibra avec un message de Camille Bernard. Urgent. Pierre-Laurent convoque une conférence de presse pour demain. Il dit avoir des révélations explosives sur Hélène. Il va utiliser le contenu de la clé USB, murmura Antoine, sentant la tension monter. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi avoir attendu si longtemps? Parce qu'il n'a pas tout compris, répondit Léa avec une certitude surprenante. Maman était trop intelligente pour laisser toutes les preuves au même endroit. La clé USB n'est qu'une pièce du puzzle. À ce moment-là, la boîte à musique de Léa se mit à jouer toute seule, effrayant tout le monde. C'était un phénomène étrange. Le mécanisme n'avait jamais fonctionné automatiquement auparavant. « Attends », dit Léa en prenant la boîte, l'examinant avec des yeux d'artiste. « Il y a quelque chose de différent ici. » Ses doigts habiles trouvèrent une petite encoche cachée à la base de l'objet. Avec précaution, elle appuya sur le point spécifique, révélant un compartiment secret. À l'intérieur se trouvait une petite carte mémoire et un mot écrit à la main pour quand les pièces s'assembleront. Avec amour, maman. Hélène, murmura Isabelle, émue. Elle a tout prévu. Antoine connecta la carte à son ordinateur portable, révélant des dizaines de fichiers cryptés. « Nous avons besoin d'un mot de passe », dit-il en fronçant les sourcils, frustré. Léa sourit, prenant sa trousse de dessin. « Ce n'est pas un mot de passe ordinaire, » expliqua-t-elle en commençant à esquisser rapidement. « C'est un motif. Maman disait toujours que la meilleure façon de cacher quelque chose est de le transformer en art. » Très rapide reproduisirent les symboles des cartes, les marques sur les bords des esquisses, formant une séquence visuelle qui, une fois superposée à l'écran de connexion, s'emboîtait parfaitement. Les fichiers s'ouvrirent, révélant non seulement des documents et des photos, mais aussi une série de vidéos. Dans l'une d'elles, Hélène parlait directement à la caméra. « Si vous voyez ceci, cela signifie que Léa a découvert comment relier tous les points.
Ma fille a toujours eu ce don, de voir des motifs là où d'autres ne voient que le chaos. Et Antoine, je sais que tu es là aussi. Tu as enfin retrouvé le chemin de la maison. » Léa serra fortement la main de son père, tandis qu'il continuait à regarder. Hélène avait méthodiquement documenté non seulement les anomalies environnementales, mais tout un réseau de connexions qui allait bien au-delà de Pierre-Laurent. C'est pour ça qu'il est désespéré, comprit Antoine. Ce qui est, sur la clé USB n'est que la pointe de l'iceberg. Hélène a découvert quelque chose de bien plus grand. Et elle a tout transformé en art, ajouta Léa, regardant les œuvres disposées dans la galerie. Chaque peinture, chaque croquis, chaque carte, tout fait partie d'un message plus vaste. Isabelle commença à repositionner certaines œuvres, suivant le motif que Léa avait découvert. L'exposition entière est une dénonciation codée, réalisa-t-elle, émerveillée. Hélène a transformé sa dernière enquête en sa plus grande œuvre d'art. Un bruit dans le couloir les surprit. Par l'entrebâillement de la porte, ils virent Pierre-Laurent discuter avec quelques hommes, apparemment des gardes. « Demain ?» sa voix leur parvint. « Pendant la répétition générale de l'exposition, nous ne pouvons pas les laisser relier tous les points avant la conférence de presse. » Antoine serra Léa protectivement. « Nous devons agir en premier, » murmura-t-il. « Tu es prête ?» Léa regarda l'écran où le visage de sa mère souriait encore, puis ses propres dessins, et enfin son père. « Plus que prête, » répondit-elle avec détermination. « Maman nous a laissé tous les indices. Maintenant, c'est à nous de raconter l'histoire complète. » Le matin de la répétition générale de l'exposition arriva avec une énergie électrique dans l'air. Le musée d'Orsay était fermé au public, mais grouillait de la présence d'employés, de conservateurs et d'une équipe sélectionnée de journalistes invités pour une avant-première exclusive. Antoine et Léa avaient passé toute la nuit à repositionner stratégiquement les œuvres, transformant l'exposition en une narration visuelle qui révélerait la vérité de manière impossible à ignorer. « Chaque œuvre est une pièce du puzzle », expliquait Léa à Isabelle, tout en ajustant l'éclairage de l'un des panneaux centraux. « Quand les gens parcourront la galerie dans le bon ordre, l'histoire se révélera naturellement. » Le nouvel agencement était brillant dans sa simplicité. Il commençait par les premières œuvres d'Hélène, montrant son évolution artistique, introduisant progressivement les éléments de l'enquête environnementale à travers des détails subtils qui ne prenaient tout leur sens que lorsqu'ils étaient vus ensemble. Les dessins de Léa complétaient chaque section, offrant une perspective unique qui reliait passé et présent. Mademoiselle Dubois, l'un des conservateurs, s'approcha, consultant sa tablette. Monsieur Pierre-Laurent vient d'arriver pour sa conférence de presse. Il insiste pour utiliser l'auditorium principal. Léa échangea un regard significatif avec son père. « Parfait », répondit-elle avec une assurance qui surprit tout le monde. « Exactement comme prévu. » Antoine ne put s'empêcher de sourire, fier. Sa fille n'était plus cette jeune fille effrayée de la nuit pluvieuse. Elle s'était transformée en une jeune artiste, sûre de son but. Dans l'auditorium, Pierre-Laurent organisait ses documents, y compris la clé USB qu'il croyait être son atout maître. La presse commençait à s'installer, avide de ce qui promettait d'être une révélation fracassante. « Avant de commencer, » interrompit Léa, sa voix claire et ferme résonnant dans l'auditorium, « je voudrais inviter tout le monde à une visite spéciale de l'exposition. Après tout, une image vaut 1000 mots, n'est-ce pas, monsieur Laurent ?» Pierre hésita, réalisant que quelque chose dans son plan était sur le point de mal tourner. « Ce n'est pas prévu au programme, » essaya-t-il d'argumenter. « Ah, mais si !» intervint Antoine doucement. « En fait, c'est le programme principal. Léa ?» La jeune fille commença à guider le groupe à travers la galerie, ses explications coulant naturellement tandis qu'il marchait entre les œuvres. Chaque arrêt révélait une nouvelle couche de l'histoire. Les premiers indices qu'Hélène avait découverts, les communautés affectées, les dommages environnementaux soigneusement documentés à travers l'art. Ma mère croyait que l'art n'était pas seulement une expression, mais aussi un témoignage, expliqua Léa, s'arrêtant devant un grand panneau. C'est pourquoi elle a développé une méthode unique de documentation. D'un geste, elle activa l'éclairage ultraviolet spécialement installé. Sous la lumière noire, des marquages invisibles à l'œil nu ont commencé à briller sur toutes les œuvres, révélant des coordonnées, des dates et des connexions qui formaient une carte, complète des activités illégales. « Impossible », murmura Pierre, son visage perdant toute couleur. « Ce qui est sur la clé USB, monsieur Laurent, » poursuivit Léa, sa voix calme mais ferme, « n'est qu'une petite partie de ce que ma mère a découvert.
La véritable preuve est ici, transformée en art, préservée d'une manière que personne ne pourrait détruire ou altérer. Les journalistes photographiaient frénétiquement, émerveillés par la révélation. Camille Bernard, arrivé discrètement, commença à distribuer des dossiers contenant des documents qui corroboraient chaque détail montré dans les œuvres. Mais le plus important, Léa s'approcha du dernier panneau, son autoportrait avec « Antoine sous la pluie ». C'est que cette exposition ne parle pas seulement de dénonciation ou d'irrégularité, elle parle de courage, de faire ce qui est juste même quand c'est difficile, de famille et de rédemption. Antoine s'approcha de sa fille, posant fièrement sa main sur son épaule. Au fond de l'auditorium, Pierre Laurent faisait des gestes frénétiques à ses avocats, mais il était trop tard. La vérité était exposée de manière artistique et irréfutable. Isabelle s'approcha discrètement d'Antoine, chuchotant « Il y a encore une chose que vous devez voir. Dans le bureau de la galerie, c'est à propos de Claire, avant qu'elle ne puisse terminer, un bruit de verre brisé résonna dans la galerie, suivi de cris d'alarme. Pierre avait renversé une sculpture dans sa hâte de partir, mais quelque chose d'autre se passait, quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Le chaos momentané causé par Pierre fut rapidement maîtrisé, mais Isabelle insista pour emmener Antoine et Léa au bureau de la galerie. Pendant que les journalistes et la police s'occupaient du tumulte dans la salle principale, les trois se dirigèrent précipitamment vers l'endroit. « J'ai trouvé ça ce matin », dit Isabelle, déverrouillant un vieux tiroir. Claire a laissé des instructions spécifiques pour que cela ne soit ouvert que lorsque la vérité serait révélée. C'était une boîte en bois sculptée, semblable à la boîte à musique de Léa, mais plus grande. À l'intérieur se trouvait un journal différent de celui qu'ils connaissaient déjà, ainsi qu'une vieille caméra numérique et une enveloppe scellée. Pour Antoine et Léa, était écrit dans l'élégante calligraphie de Claire. Avec des mains tremblantes, Léa ouvrit l'enveloppe, tandis qu'Antoine allumait la caméra. Sur le petit écran apparut le visage souriant de Claire, apparemment enregistré quelques jours avant son dernier voyage. « Mes amours », sa voix douce remplit la pièce. « Si vous voyez ceci, cela signifie que vous vous êtes enfin retrouvés. Que la vérité que j'ai découverte est en sécurité. Mais il y a quelque chose de plus important que vous devez savoir. » Antoine et Léa se rapprochèrent instinctivement l'un de l'autre en regardant. « Antoine », Hélène continua, « quand j'ai découvert que j'étais enceinte après que tu aies choisi ta carrière, j'ai décidé de ne pas te chercher, non par colère ou ressentiment, mais parce que je savais que tu avais besoin de trouver ton propre chemin. Léa avait besoin d'un père qui comprenne la valeur des choses qui comptent vraiment dans la vie. » Léa serra la main de son père, sentant son tremblement. « Et toi, ma petite artiste ?» Hélène sourit à la caméra comme si elle pouvait voir Léa à travers le temps. « J'ai toujours su que ton don serait encore plus grand que le mien, pas seulement pour créer de la beauté, mais pour révéler des vérités et unir les cœurs. » La vidéo montrait Hélène feuilletant un album photo, des images de Léa bébé, ses premiers dessins, des moments précieux qu'Antoine n'avait jamais connus, mais qui faisaient désormais partie de son histoire. « Le véritable trésor que j'ai découvert en Amazonie, poursuivit Hélène, n'était pas l'épreuve contre Pierre ou sa corporation. C'était la certitude que je devais m'assurer que vous deux vous retrouviez. Chaque peinture, chaque code, chaque indice que j'ai laissé, tout a été pensé pour un jour te ramener, Antoine, pour notre fille. » Antoine ne pouvait contenir ses larmes. À ses côtés, Léa tenait sa boîte à musique contre sa poitrine. « Ce qu'Hélène a fait, » expliqua doucement Isabelle, « c'est créer une piste qui ne pouvait être suivie que lorsque vous seriez prêt à vous retrouver. » Elle a transformé son art en un chemin de retour à la maison. Dans le hall principal, on pouvait entendre les murmures de la presse et les procédures légales commençant contre Pierre Laurent. Mais ici, dans ce petit bureau, un père et sa fille découvraient un trésor bien plus précieux que n'importe quelle preuve ou révélation. « Il y a encore une chose, » dit Léa, sortant du journal un dessin plié. C'était un croquis fait par Hélène. Antoine jeune, souriant, un pinceau à la main, essayant d'apprendre à peindre. Dans les marges, une note « Il a toujours eu l'art dans le cœur, il avait juste besoin de le redécouvrir. » Antoine serra sa fille dans ses bras, comprenant enfin que sa véritable rédemption ne résidait pas dans l'affrontement avec Pierre, ou dans le sauvetage de son entreprise, mais dans la récupération de la partie de lui-même qu'il avait perdue il y avait si longtemps.
la capacité de voir la beauté au-delà du succès matériel. L'exposition ouvre au public demain, commenta Léa, regardant son père avec des yeux brillants. Mais nous avons encore de la place pour une œuvre de plus. Cette nuit-là, père et fille travaillèrent ensemble sur une nouvelle pièce. Un grand panneau montrant 3 figures, passé, présent et futur entrelacés dans des couleurs vibrantes. Hélène, Antoine et Léa, unis par l'art et par un amour qui transcende le temps et la distance. La boîte à musique jouait doucement, en arrière-plan, sa mélodie portant désormais non seulement des souvenirs de perte, mais aussi des promesses d'un nouveau départ. Sur le mur de la galerie, le dernier texte de l'exposition brillait sous une lumière douce. L'art n'est pas seulement ce que nous créons, c'est l'amour que nous partageons, les vérités que nous révélons et les liens que nous tissons. Pour Hélène, qui nous a appris à voir avec le cœur. Pour Léa, qui nous a montré comment être courageux, et pour tous ceux qui croient qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer.